Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, à l'évidence, depuis le 1er janvier de cette année, la France préside l'Union européenne. Aussi ai-je tenu, une fois encore, à me rendre devant votre Assemblée et ai-je voulu exposer le programme que la présidence française s'est fixé. Je considérais que c'était un devoir à votre égard, c'est-à-dire à l'égard de la représentation populaire. Et après tout, n'était-ce pas la meilleure façon de souligner, tout à la fois, l'importance que la France attache à la construction de l'Europe, d'une Europe toujours plus unie, et la place éminente qui revient au Parlement européen dans cette grande entreprise. C'est un sujet dont on discute souvent. Pour moi, je suis guidé par une idée simple. Les compétences et les droits du Parlement doivent accompagner le renforcement des structures de l'Europe. Plus il y aura d'Europe, plus cette Europe doit être démocratique, plus elle doit être parlementaire. Alors, travaillons-y. Ce n'est pas simplement pour obéir aux usages, mais je rendrai d'abord hommage, parce que c'est aussi rendre justice à Jacques Delors et à la Commission précédente, dont l'action tout au long de ces années a été si déterminante. Et je suis convaincu que Jacques Santer, je n'interviens pas dans le débat, mais parce que je le connais bien et que je l'apprécie, à la tête de la nouvelle Commission, saura poursuivre cet élan. Je veux saluer l'action également de la présidence allemande qui nous a précédés. Enfin, je veux souhaiter aux 3 nouveaux États membres une chaleureuse bienvenue parmi vous et parmi nous. Avec eux, l'Union européenne se sent plus forte, plus représentative et donc plus légitime encore au regard du grand dessein historique qu'elle incarne. Car, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce dont il s'agit, ce dont nous avons à parler, c'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle qui lui revient dans un monde à construire, une Europe puissante économiquement, commercialement, unie monétairement, active sur le plan international, capable d'assurer sa propre défense, féconde et diverse dans sa culture. Cette Europe-là sera d'autant plus attentive aux autres peuples qu'elle sera plus assurée d'elle-même. Alors, nos priorités vous paraîtront banales, et j'espère qu'elles le sont, parce que cela marquera tout simplement la continuité des présidences qui ont pour mission de contribuer autant que possible à la réussite de notre entreprise. L'Allemagne hier, l'Espagne demain et les autres. Mais enfin, ces priorités, je vais les préciser. Il y a peut-être une spécificité française, enfin, ce sera à vous de l'estimer. Nos priorités, je vais les détailler devant vous, visent à favoriser la croissance et à développer l'emploi. Affirmer dans sa diversité l'identité culturelle de l'Europe. Vous verrez que j'insiste sur ce point. Mieux assurer la sécurité des Européens sur le plan externe comme sur le plan interne et engager dans de meilleures conditions, ou du moins dans les meilleures conditions possibles, la préparation de la conférence intergouvernementale de 1996. Bon, ces priorités ont été définies et nous avions dans l'esprit le double impératif auquel l'Union devra faire face dans les années qui viennent. Premier impératif,
mettre pleinement en application le traité sur l'Union européenne, que nos parlements et nos peuples ont solennellement ratifié. Et j'avais tenu quant à moi à ce que le peuple français fût lui-même acteur dans cet événement majeur de notre histoire. Ne sous-estimons pas l'importance de l'instrument dont nous nous sommes dotés, même si on peut en critiquer bien des aspects, et le langage un peu compliqué, un peu administratif, un peu technocratique. Maintenant, mettre au point un texte aussi long et aussi compliqué, avec des participants aussi divers et des langues aussi changeantes, ce n'est pas non plus la manière dont on peut bâtir un chef-d'œuvre littéraire. Mais enfin, c'est un traité qui vaut la peine d'être étudié. Enfin, il existe, il a été adopté, il est important, et je souhaite qu'on l'applique. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le changer, mais je souhaite qu'on l'applique d'abord. D'ailleurs, nous y avons souscrit, qu'il s'agisse de l'institution d'une monnaie unique, de la mise en œuvre d'une vraie politique étrangère commune, de la construction progressive d'une défense indépendante. Ce qui ne veut pas dire délier de tous ses engagements à l'égard de ses alliés. Elle a ses préférences, l'Europe que nous avons constituée, et nous y restons fidèles. La libre circulation des hommes, et vous encore, de l'affirmation de la citoyenneté européenne. Deuxième impératif, se préparer aux élargissements ultérieurs de l'Union. Il y a entre ces deux impératifs un lien logique. Plus l'Europe s'affirme sur le plan interne, et plus sa force d'attraction s'exerce sur les autres pays démocratiques d'Europe, car il s'agit bien de cela. Encore faut-il que ces deux objectifs ne se contredisent pas. Et c'est là la difficulté, car il faut élargir, mais il faut renforcer l'union existante. Il ne faut pas que l'élargissement affaiblisse ce qui existe. Et il ne faut pas que ce qui existe empêche l'élargissement de l'Union, eh bien, aux limites de l'Europe démocratique. C'est un problème difficile à régler, mais je vous demande d'y prendre garde. C'est peut-être la question la plus difficile que vous aurez à résoudre au cours des années prochaines. Bon, le premier domaine d'action vise l'économie et l'emploi. Nos pays viennent de vivre une crise économique sans précédent par son ampleur dans notre histoire récente. Je suis persuadé que si la communauté européenne n'avait pas existé, l'intensité du phénomène aurait été beaucoup plus forte et ses effets sur la cohésion interne de nos sociétés beaucoup plus graves. Elle nous a en effet préservé des politiques aventureuses du chacun pour soi, de l'isolationnisme. Où en serions-nous, mesdames et messieurs, si nous avions dû traverser cette crise sans pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre? L'objectif maintenant, c'est d'accompagner par une démarche volontaire la reprise de l'activité et d'améliorer l'emploi. C'est en agissant de manière coordonnée que nous serons les plus efficaces. La présidence française veillera à favoriser cette cohérence à laquelle nous nous sommes collectivement engagés à Essen, à la lumière des conclusions du livre blanc sur la croissance et l'emploi. Mais au-delà de cette coordination nécessaire de nos politiques, il faut aussi préparer sur un plus long terme les fondements d'une Europe dans laquelle s'exercera la nouvelle expansion économique, forte, je l'espère, saine, je l'espère, durable, je l'espère. C'est possible si nous savons utiliser pleinement 3 de nos atouts majeurs. Quel est le premier de ces atouts? C'est
la dimension de notre marché. Nous avons jusqu'à présent réussi pour l'essentiel à éliminer les barrières administratives, douanières, normatives, qui morcelaient ce vaste espace. Ça a été l'œuvre accomplie grâce à l'acte unique. Il nous reste à éliminer ou à réduire les autres obstacles qui ne sont pas minces, y compris les barrières physiques qui freinent encore la fluidité de la circulation des hommes, des marchandises et des idées. C'est à cela qu'est destiné, par exemple, le programme des réseaux trans-européens, et que du nord au sud, que de l'est à l'ouest, les Européens soient reliés entre eux par des moyens modernes, rapides, sur rails, routes, avions, que les énergies irriguent nos régions, que les informations s'échangent grâce aux techniques et aux infrastructures les plus avancées. Quel progrès, mesdames et messieurs! Et comme nous nous en tirons plus forts et plus fiers de nous, si nous y parvenons, plutôt que de segmenter, à la limite de nos frontières, nos moyens de communication. Le deuxième atout, c'est bien sûr l'union économique et monétaire, qui est le complément naturel à mes yeux et indispensable du marché unique. C'est encore le marché unique que j'ai tant voulu, avec d'autres, naturellement, auxquels j'ai tant travaillé, serait une charte de l'anarchie et des concurrences les plus illicites. Les tensions monétaires que nous avons connues et que nous connaissons aujourd'hui, en tout cas depuis quelques semaines, montrent la nécessité de progresser le plus rapidement possible vers la monnaie unique. Je sais qu'on en discute toujours, qu'on n'en est pas convaincu, mais en tout cas, moi, je vous communique ma conviction personnelle que je crois partager avec la plupart des responsables français. C'est la seule façon de faire de l'Europe une grande puissance économique et monétaire, et le meilleur moyen d'assurer à nos économies une croissance soutenue. Alors, il est impératif, je sais que d'autres vont parler différemment, mais je suis là pour exprimer ma pensée, et celle de la France. Il est donc impératif, même si j'en sais la difficulté, peut-être même l'aspect illusoire, étant donné l'état d'esprit de beaucoup, de respecter le calendrier que nous nous sommes fixés et de faire en sorte de pouvoir parvenir à la monnaie unique dès 1997. Naturellement, comme nous sommes donnés du champ, 97-99, et que dans les conversations particulières, on dit pourquoi pas au début du siècle prochain, naturellement, on sera tenté de trouver la solution la plus facile, c'est-à-dire celle qui fera durer les choses, en les compliquant. Donc je souhaite que les choses soient faites ainsi. Donc, notre présidence française fera le maximum pour préparer cette échéance. Et dans cette perspective, utilisera au mieux toutes les procédures de coordination de nos politiques économiques. Et d'ici l'an prochain, nous les renforcerons encore. J'espère que cette déclaration de principe se traduira dans les faits, mais notre diplomatie y travaille activement. Il faudra également régler les problèmes liés à l'introduction de l'écu. C'est tout à fait essentiel, ou bien nous parlons pour ne rien dire. Enfin, nous souhaitons que l'Institut monétaire européen, qui préfigure ce que sera la Banque centrale européenne, puisse jouer pleinement son rôle. Bon, notre vœu est évidemment que tous les États qui ont souscrit à ces mêmes objectifs puissent, si possible, dans les délais prévus, franchir le cap de la troisième phase de l'union monétaire. La porte restera bien sûr ouverte aux États qui ont estimé ne pas pouvoir s'engager encore sur la monnaie unique. Je comprends leurs difficultés. Nous nous les sommes posées à nous-mêmes. Ne croyez pas que ce soit facile pour la France.
Les conditions sont strictes, sont sévères. Le problème est celui de la volonté politique. Eh bien, je suis sûr que ceux qui ne sont pas encore parmi nous nous rejoindront, à la condition que nous-mêmes, nous ne fléchissions pas en cours de route. Enfin, le troisième atout dont nous disposons, c'est notre excellence technologique. Innombrables sont les inventions nées de l'esprit de nos chercheurs. Ce capital ne demande qu'à fructifier si nous savons l'exploiter comme il convient et à la dimension de notre continent. Je n'en dirai pas plus, mais dans votre esprit s'impose sans aucun doute l'extraordinaire série de réussites technologiques scientifiques, inventives, innovatrices, depuis la moitié du XIXe siècle. Et tout cela en Europe et par l'Europe, sans naturellement exclure ceux qui ailleurs ont contribué au progrès général. Je sais combien vous, mesdames et messieurs, les parlementaires, je sais combien vous êtes attentifs à cette question. Je sais l'importance qu'a, à vos yeux, le programme cadre de recherche et développement. Et vous avez raison. Il faut donc en convaincre tous les gouvernements. Et je vous donne l'assurance qu'en liaison naturellement avec la Commission, la présidence française veillera à la mise en œuvre de ce programme et à son articulation avec les besoins du marché. À côté de ces vastes objectifs, nous aurons soin de ne pas négliger d'autres tâches. Le progrès du marché intérieur, la conduite des politiques communes, le respect des engagements pris en matière d'environnement. Je songe en particulier à la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre ou simplement, dans un domaine tout à fait différent, la protection des consommateurs. Les exemples pourraient être multipliés. Un sujet devrait aussi, à notre avis, faire l'objet de propositions concrètes. Celui, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je suis venu pour exprimer notre pensée, celui du service public ou du service d'utilité publique. De tels services, dès lors qu'ils seraient encadrés dans une règle du jeu commune, édictée par exemple sous la forme d'une charte européenne, contribueraient utilement aux objectifs que nous nous sommes fixés. Une Europe économique et monétaire forte, voilà la condition du bien-être des Européens. Mais est-il nécessaire de soutenir devant vous? Non, je le fais par souci de logique dans mon exposé. Vous qui êtes les élus des peuples européens, que la construction de cette Europe-là ne sera possible que par l'adhésion réelle des citoyens eux-mêmes. L'une des difficultés principales que nous avons rencontrées pour obtenir l'accord de nos concitoyens lors du traité de Maastricht, ça a été l'effet de surprise. L'effet de surprise, un certain nombre de gens informés, de gens qui voyagent, de gens qui ont des échanges internationaux, ou bien la partie du public qui lit, qui s'informe, qui étudie, était acquise à l'Europe. Et on s'était peut-être un peu trop reposé là-dessus. Le peuple, dans ses profondeurs, était pour, mais ignorait les conditions nécessaires pour y parvenir, et lesquelles conditions pouvaient paraître contraignantes et paraissent contraignantes. Depuis l'origine de la communauté, j'ai défendu, comme beaucoup d'entre vous, l'idée que nous devions construire une Europe sociale. Le Fonds social européen, l'espace social européen, la charte sociale, l'accord sur la politique sociale, annexé au traité de l'Union européenne, la prise en compte des normes sociales dans la préférence européenne sont autant d'avancées. Mais je ne cacherai pas qu'à Maastricht,
j'aurais préféré qu'on allât plus loin et que l'on reprit dans le traité la totalité de la charte sociale. Ne nous y trompons pas, les marchés ne sont que des moyens, des mécanismes dominés trop souvent par la loi du plus fort, des mécanismes qui peuvent engendrer l'injustice, l'exclusion, la dépendance, si des contrepoids nécessaires n'y sont pas apportés par ceux qui peuvent s'appuyer sur la légitimité démocratique. À côté des marchés, il y a place pour les activités économiques et sociales fondées sur la solidarité, la coopération, l'association, la mutualité, l'intérêt général, bref, le service public. Or, aujourd'hui, si nous avons tracé le contour de l'Europe sociale, il n'y a pas de contenu. Et n'est-ce pas une œuvre exaltante, passionnante, que de le mettre, ce contenu, n'est-ce pas le travail des mois et des années prochains. Et je regarderai de l'extérieur à ce moment-là les avancées sociales, et je me réjouirai chaque fois que je verrai l'ensemble des représentants européens s'associer au-delà de leurs divisions naturelles et de leurs opinions diverses pour que l'Europe à construire ne soit pas qu'un jeu de mécanique ou de mécano, mais soit l'œuvre puissante d'hommes qui construisent leur histoire. Or, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et je souhaite qu'en liaison avec les partenaires sociaux, nous prenions des initiatives dans les domaines de la formation, de l'éducation, de l'organisation du travail, de la lutte contre les exclusions. Rien ne se fera vraiment si les partenaires sociaux ne trouvent pas leur place qui doit être la leur dans la construction de l'Europe. Dans cet esprit, la présidence française prépare, en concertation avec les États membres et les organisations syndicales et professionnelles, une conférence en vue de rénover le dialogue social. L'accord sur la politique sociale annexé au traité de Maastricht prévoyait que le dialogue entre partenaires sociaux pourrait déboucher sur des accords européens. Je pense que le temps est venu, pour les uns et pour les autres, d'envisager la négociation de contrats sociaux européens qui préfigureront un nouveau droit social. Le travail effectué par le président Delors, par la Commission, avec les organisations sociales et professionnelles, sera à cet égard fort utile. Et l'un des premiers thèmes de négociation pourrait être l'exploration d'une proposition du livre blanc, donc c'est déjà un document connu, tendant à l'organisation de la formation tout au long de la vie. Qu'il me soit également permis, mesdames et messieurs, de mettre l'accent sur le thème de la dimension sociale des échanges, afin de rappeler la nécessité de bâtir les relations économiques internationales sur le respect des droits fondamentaux. Ceux des travailleurs, je prends des exemples, ceux des travailleurs, dans certaines sociétés des femmes, presque partout des enfants, des organisations sociales, professionnelles, des prisonniers. Nous avons progressé sur cette voie au sein de l'Europe, et grâce au président Clinton avec les États-Unis d'Amérique. Mon souhait serait que tous les pays européens puissent parler d'une seule voix, notamment au sein de l'Organisation internationale du travail ou de la nouvelle Organisation mondiale du commerce, en s'inspirant des textes qui existent, et en particulier du rapport que vous avez adopté. Voilà une base de travail et de réflexion, ce n'est pas la peine de l'inventer, c'est fait. Ce travail, vous l'avez accompli. Eh bien, avançons maintenant. En tout cas, la France proposera un mémorandum dans ce sens.
Enfin, il me semble indispensable que le monde social apporte sa contribution aux réflexions en cours sur le fonctionnement de l'Union. J'envisage donc, après m'en être entretenu avec les représentants des forces sociales européennes à diverses reprises, de proposer qu'un petit groupe de personnalités sociales indépendantes soit chargé d'établir un rapport sur les moyens de faire progresser cette Europe-là. Ce rapport viendrait compléter, s'ajouter à ceux qui ont été ou seront établis par vous-même, par le Conseil, par la Commission, pour l'exécution du traité existant. Et vous comprenez à quel point il est indispensable que les négociateurs puissent disposer, lorsque s'ouvrira la conférence intergouvernementale de 1996, du point de vue et des suggestions des acteurs sociaux sur l'évolution souhaitable de l'Union. Bon, ben l'Europe, ai-je dit, doit rencontrer l'adhésion des citoyens. Les grands espaces ouverts peuvent engendrer un sentiment d'angoisse, engendrent un sentiment d'angoisse. Et il faut prendre garde à ne pas laisser s'installer chez nos concitoyens une sorte de refus de l'autre, de refus de l'étranger, ou bien une sorte d'agoraphobie européenne. Elle existe. Pour éviter cela, donnons plein effet aux dispositions prévues dans le traité sur l'Union européenne. Et il nous faut bien le constater, ce n'est pas encore le cas. Je ne méconnais pas le caractère délicat des problèmes traités. Les précautions à prendre pour s'assurer qu'une action européenne ne serait pas moins efficace que les actions nationales. Le souhait avec lequel on se doit de préserver les libertés de l'individu et les règles de protection de droit ne doivent pas être affaiblis par la création de l'Europe. Mais nos concitoyens attendent beaucoup de nous, croyez-moi, dans ces domaines, même s'ils sont souvent en état de crainte ou de méfiance. Et c'est pourquoi il convient de veiller, nous le ferons, nous, avec le Premier ministre de la République française, les ministres français en charge de ces affaires, à ce que notre présidence fasse avancer plusieurs dossiers importants. Je pense d'abord, et je n'insisterai pas, puisque la France était un acteur de ce débat, enfin, je vous donne ma pensée, je pense d'abord à la convention créant Europol. Il faut qu'elle soit conclue rapidement. Et que soit mis en place l'organisme prévu. Ainsi l'avons-nous décidé à Essen. On ne peut pas retarder éternellement les décisions pour des raisons souvent de bon sens, mais qui tendraient à se substituer, selon nos capitales, à la règle générale qui veut que nous avancions en commun, en particulier pour la sécurité. Pour le droit d'asile et d'immigration, il reste beaucoup à faire, pas commode d'harmoniser les choses. Je pense en particulier à l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur la détermination de l'État responsable d'une demande d'asile et l'adoption du règlement établissant la liste commune des pays dont les ressortissants sont soumis à visa. Depuis trop longtemps, je suis mêlé aux affaires publiques pour ignorer la difficulté de ces débats et pour savoir qu'il faut avoir un très grand sens civique et une puissante conviction européenne pour passer par-dessus un certain nombre de préférences nationales. Mais vraiment, je vous en prie, faites-le comprendre à vos dirigeants. L'Europe sera celle des citoyens, c'est les citoyens se sentent en sécurité en Europe et grâce à l'Europe. Je pourrais en dire autant, mais je ne veux pas allonger à l'excès cet exposé. Pour la coopération judiciaire, une action coordonnée contre le trafic de drogue, le terrorisme international, le crime organisé. Lequel d'entre nous, d'entre nos pays, je vous pose la question, pourrait
prétendre traiter, régler isolément l'un de ces fléaux. Qui en aurait la force? Enfin, et je ne verrai qu'avantage à ce que fussent comparées et confrontées nos expériences nationales en matière de politique d'immigration et d'intégration, et à ce que fut poursuivie et complétée la lutte contre le racisme et la xénophobie. Cette Europe, la nôtre, a besoin de s'incarner dans autre chose que des bilans économiques et des tonnages de fret. Dirais-je, mais je ne veux pas enfler mon langage, qu'elle a besoin d'une âme, enfin qu'elle exprime, pour cela, soyons plus modestes, qu'elle exprime sa culture, sa façon de penser, les structures de nos cerveaux, le fruit des siècles de civilisation dont nous sommes les héritiers. Elles sont riches et diverses, les expressions de notre génie protéiforme. Et nous pouvons faire partager, comme dans le passé, au monde tout entier, sans vouloir les imposer, ce qui changerait un peu du passé, nos idées, nos rêves, et dans ce qu'elles ont de bon, nos passions. Les négociations du GATT, il y a un an, avaient fait prévaloir le principe de l'exception culturelle. C'était l'idée que les œuvres de l'esprit n'étaient pas des marchandises comme les autres. C'était la conviction que l'identité culturelle de nos nations, le droit pour chaque peuple au développement de sa propre culture était en jeu. C'était la volonté de défendre le pluralisme et la liberté pour chaque pays, de ne pas abandonner à d'autres ses moyens de représentation, c'est-à-dire les moyens de se rendre présent à lui-même. Depuis lors, on n'a guère progressé. Et il devient nécessaire, je vous l'assure, de donner à la dimension culturelle de la construction européenne le rang qui lui revient. Je suis de ceux qui en sont résolument partisans. Je représente la France, qui connaît les menaces qui l'entourent sur ce plan, qui sait très bien la rivalité des langages. Mais si je pense à quelques autres, tout aussi respectables, dont les langues n'ont pas la dimension géographique de celle de la France, qui elle-même n'a pas la dimension géographique de quelques autres, que deviendront le fond de l'âme, de l'expression du gaélique, du flamand, du néerlandais. Moi, je ne suis pas... Et si je ne veux pas sembler isoler les plus petits ou les plus faibles, parce que les moins nombreux, c'est pas de la démographie cela, je dirais qu'en réalité, si nous en avions vraiment conscience, l'Italie, l'Allemagne, la France sont aussi menacées. Il n'y a guère aujourd'hui que la culture anglaise et américaine, la culture espagnole, qui soit aujourd'hui en mesure d'affronter ces défis. Et quelle que soit l'amitié que j'ai pour ces pays, j'aime bien parler ma langue plutôt que la leur. D'abord, pensons au domaine audiovisuel. Vous trouvez que c'est faire preuve d'un sectarisme excessif? J'espère que non. Dans le domaine audiovisuel, nous savons bien que la conscience, l'imaginaire, le savoir sont de plus en plus façonnés par l'image et qu'il n'y aura pas d'Europe sans image européenne. Alors que nous célébrons le centenaire du cinéma, l'art le plus populaire du siècle n'a jamais été si menacé dans chacun de nos pays.
Il n'a d'ailleurs plus besoin d'être menacé dans un certain nombre de ces pays-là, car il a déjà disparu. Les aides communautaires n'ont pas permis d'enrayer le déclin. Elles n'ont pas pu susciter la naissance d'un véritable espace audiovisuel européen, ni donner aux entreprises de nos pays dans ce secteur une dimension internationale. Il est urgent d'accroître l'attrait et la circulation des œuvres réalisées au sein de l'Union. Je ne demande pas des mesures protectrices. Je ne veux pas refuser l'apport considérable et souvent remarquable des cultures venues d'ailleurs. Mais quand même, le public européen a bien le droit de voir les œuvres de ses propres créateurs. Il ne peut pas en être privé par des décisions arbitraires prises ailleurs ou par la logique aveugle d'un marché aveugle, la logique d'un marché aveugle ou la logique aveugle d'un marché. Je voudrais ne mécontenter personne. Cet objectif exige une réforme ambitieuse, rendue inévitable par le nouveau contexte technologique et économique. Mettons fin à la dispersion des efforts. Concentrons les aides sur quelques priorités, notamment sur la distribution. Adaptons la nature et le volume des moyens à l'ampleur de la tâche. Sait-on que les 200 millions d'écus alloués au programme médias ne représentent qu'une journée de dépenses communautaires. Bon, la présidence française tentera d'atteindre une partie de cette ambition, mais 6 mois, qu'est-ce que c'est que 6 mois? Ça pourrait d'ailleurs nous faire réfléchir sur la durée des mandats consentis aux diverses présidences, bien que je ne demande aucun prolongement de la mienne. La présidence, bon, il faut éviter les confusions, hein. Je ne dis pas ça pour vous, mais ce qu'on dit ici, ça, on le connaîtra en France, hein. La présidence française soutiendra la refonte du cadre juridique de la diffusion audiovisuelle. Elle favorisera le développement des nouvelles technologies et leur application à la culture et à l'éducation. Elle s'attachera à réorganiser en profondeur le système d'aide aux industries de programme. Bon, j'y insiste, cela nous tient à cœur. On ne peut se satisfaire des moyens qui existent. A fortiori, on ne peut pas revenir en arrière par rapport à ce qui a été réalisé en 1989 avec la directive Télévision sans frontières et en 1993 avec les résolutions du GATT. J'entends dire ici ou là qu'il faudrait renoncer à tout au nom de je ne sais quel libéralisme, abandonner les quotas de diffusion, ne rien changer à médias, bref, laisser faire. Ce n'est pas la vie de la France. Mais l'image, excusez-moi, n'est pas le seul terrain de construction de l'Europe des cultures. Elle a besoin l'Europe d'être mieux connue des Européens. Et j'ose dire mieux aimée d'eux. Je rejoins par là une partie de mon exposé de tout à l'heure. Il faut que les Européens aiment l'Europe. Pourquoi ont-ils défendu leur patrie? Et ils doivent continuer de le faire, s'il le faut. Ben, parce qu'ils l'aiment. Pourquoi aiment-ils leur patrie? Parce que c'est leur foyer, c'est leur horizon, c'est leur paysage, ce sont leurs amis, c'est leur identité. Si tout cela devait manquer à l'Europe, ben, il n'y aura pas d'Europe. Or, nous sentons bien qu'elle est au bout de notre main, si nous savons l'avancer avec assez d'audace, et le cas échéant avec assez de prudence. Enfin, naturellement, l'image n'est pas le seul terrain de construction de l'Europe des cultures. Je le répète, afin de fortifier notre approche, redécouvrons les lieux et les objets de nos mémoires communes. Je souhaite que soit conçu et mis en œuvre
un vaste projet de développement de ces lieux de mémoire européens. Enseignons également l'Europe. Apprenons-la à nos enfants, que l'école les prépare à devenir des citoyens, qu'elle développe l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de la culture. Mettons l'accent sur les jumelages scolaires, universitaires, sur les échanges d'élèves et d'étudiants. Insistons sur le plurilinguisme. La France présentera à cet effet le projet d'une convention intergouvernementale sur l'apprentissage de 2 langues, au moins deux langues étrangères. De même, amplifions nos efforts en faveur de la traduction des œuvres. J'ai toujours remarqué que les Français, les compatriotes, se plaignaient que leurs grands auteurs fussent si peu traduits dans certains pays de l'Europe centrale et orientale, par exemple. Et je remarquais qu'en réalité, c'était nous, Français, qui ne traduisions pas leurs œuvres et que nous nous plaignions d'un mal dont nous étions nous-mêmes responsables. Car l'Europe des cultures, c'est l'Europe tout entière. Et s'il est un domaine où la distinction entre l'Europe de l'Union et l'Europe de l'Est n'a aucun sens, c'est bien celui-là. C'est pourquoi je me permets de vous faire devant vous ici 2 propositions. La première, modeste, mais concrète, pratique, peut être appliquée sans délai. Élargissons à l'ensemble des pays européens, l'ensemble, les manifestations culturelles emblématiques de l'Europe des 15. Prix littéraire, prix de traduction, orchestre des jeunes, capitale européenne de la culture. La liste est plus longue. La seconde est plus ambitieuse. L'Union devrait, selon moi, prendre une grande initiative pour aider nos voisins de l'Est à réparer dans le domaine de la culture, notamment, les effets de l'isolement dans lequel ils ont vécu pendant un demi-siècle. Une fondation ou une agence européenne de la culture pourrait concevoir avec des moyens significatifs un programme original de coopération avec ces pays pour la sauvegarde de leur patrimoine, la rénovation de leurs bibliothèques, de leurs musées, la reconstitution de leurs capacités de production et de diffusion audiovisuelle, le développement de la création et du spectacle vivant. Ils sont riches de créateurs. L'instrument s'est brisé dans leurs mains, et pas par leur faute, simplement par la domination de plus puissants qui ne se sont pas intéressés à ces choses. À nous de leur venir en aide le temps qu'il faudra. Ensuite, faites-leur confiance, ils s'arrangeront très bien eux-mêmes. Et nous n'avons aucune leçon à leur donner, mais nous avons à en retenir. C'est par là que nous démontrerons que, loin d'effacer l'identité culturelle des nations, la construction européenne cherche à les affermir. L'Europe des cultures, mesdames et messieurs, c'est l'Europe des nations contre celle des nationalismes. Avant de préparer ce discours, je me suis informé sur la longueur désirable. On peut tout faire, naturellement. On m'a dit qu'il faut tenir 3 quarts d'heure. Alors je vois que j'en suis déjà... J'y arrive. Je vais légèrement dépasser, mais pas beaucoup. Le traité sur l'Union européenne a prévu une politique commune étrangère et de sécurité. Bon, c'est une grande ambition, un objectif qui peut paraître à certains irréalisable, en tout cas de très longue haleine, qui exigera un persévérant effort. Mais après tout, il nous a fallu une génération pour que soit réalisé le grand marché des biens, des services, des capitaux. Il ne sera pas plus aisé, peut-être plus difficile, d'harmoniser les intérêts politiques qui ont été fabriqués par les siècles
et des siècles de lutte, de combats militaires, d'influence diplomatique, culturelle, d'inimitié, parfois de haine entre nos peuples. Et pourtant, il faudra bien le faire. Avons-nous décidé, oui ou non, de franchir une étape en franchissant le siècle? Le fait que plusieurs actions communes aient pu être déjà définies, je sais bien qu'il faut en parler avec modestie, parmi lesquels le projet de règlement en Bosnie, ou bien le lancement du pacte de stabilité. Voilà quand même un premier résultat. C'est une tentative qui restera utile. En outre, la présidence française n'a pas ménagé ses efforts pour que l'Union soutienne, comme il convenait, les efforts de l'OSCE face à la crise tchétchène. C'est un sujet très difficile. Il s'agit de la partie d'un territoire reconnu, d'un pays ayant son existence en tant que tel et souverain, et cependant se posent des problèmes humains et ethniques de toutes sortes, d'une très grande gravité. L'OSCE était vraiment faite pour intervenir aussi utilement que possible, et je dois dire que notre diplomatie s'est engagée dans cette direction sans perdre un instant. S'agissant du pacte de stabilité, la présidence française espère que la conférence de clôture qu'elle accueillera les 20 et 21 mars prochains à Paris permettra d'enregistrer les résultats positifs d'une année de concertation particulièrement active entre les participants. C'est ce même souci de stabilité que traduit le réseau très dense d'accords de coopération, de partenariat, d'association que l'Union européenne a su tisser et continuer de tisser avec les pays qui constituent son environnement international. Attachons-nous à compléter et à achever les négociations là où c'est possible, à les lancer là où c'est nécessaire. Je pense en particulier aux accords d'association avec la Tunisie, le Maroc, Israël, en cours de négociation, à l'accord d'union douanière avec la Turquie, à la poursuite du rapprochement avec Malte et Chypre en vue de leur future adhésion, aux accords à faire avec l'Égypte, la Jordanie, que sais-je, à la préparation de la grande conférence euro-méditerranéenne, si difficile à mettre en place, mais enfin qui se tiendra, je le pense ou je l'espère, sous la présidence de l'Espagne. À la négociation du 8e Fonds européen de développement en faveur des ACP, que la France est déterminée à conclure sous sa présidence, une stratégie a été définie à Essen pour les pays d'Europe centrale et orientale. Nous devons continuer d'apporter notre soutien également au processus de paix au Proche-Orient. Oui, il y a bien des points, il y a des sujets sur lesquels, en dépit de l'histoire qui nous a si souvent divisés, nous pouvons employer un langage commun et préparer des solutions communes. Et sur ce dernier point, je pense au Proche-Orient, je souhaite que l'Union européenne prenne les initiatives nécessaires pour faire face aux difficultés que rencontrent les pays du Proche-Orient dans les domaines de l'éducation et de la formation, aux techniques informatiques, en concertation avec les responsables politiques, universitaires, financiers et les représentants des entreprises. Je ne veux pas, s'agissant des relations extérieures de l'Union, omettre de mentionner l'Organisation mondiale du commerce. Celle-ci sera le cadre qui nous permettra de défendre les intérêts de l'Europe, en particulier dans les négociations à poursuivre dans les secteurs spécifiques que sont l'aéronautique, l'acier et les services. L'Union est donc active déjà sur la scène diplomatique mondiale. Il s'agit maintenant de poser les bases d'une véritable politique étrangère commune. Je n'en dissimule pas la difficulté, il faut la surmonter. Vous en sentez bien l'impérieuse nécessité. Vous voyez toutes ces crises qui éclatent autour de nous, dramatiques, meurtrières, l'Algérie, la Bosnie, le Caucase, et la suite. Et vous pouvez vous dire, comme je le fais cet après-midi, et la suite, si vous voulez bien vous remémorer l'histoire de l'Europe, de son environnement immédiat, et la suite qui nous attend. Cela nous commande de mettre en commun nos analyses et nos informations, de confronter nos prévisions, de définir nos objectifs et nos formes d'action.
Bref, je souhaite que la présidence française, mais aussi, car c'est un programme que les mois prochains ne permettraient pas de remplir, et les présidences successives, soient particulièrement vigilantes sur le respect des obligations auxquelles nous avons souscrit. L'autre volet sur lequel il faut aussi avancer est celui de la politique de sécurité. Forger des analyses communes, renforcer le rôle de l'UEO, notamment ses capacités opérationnelles, donner une ampleur croissante au corps européen ainsi qu'aux autres forces plurinationales européennes, favoriser sans tarder la constitution d'une véritable industrie moderne d'armement, mettre sur pied l'agence prévue en ce domaine, pousser la coopération dans le domaine de l'observation des satellites par satellite. Telles sont les tâches auxquelles la France invite ses partenaires à se joindre. Et je comprends bien que cela puisse heurter des pays qui ont tenu à préserver tous les aspects intégraux de leur neutralité. Je demande seulement à chacun de ceux-là, sans vouloir en quoi que ce soit empiéter sur leurs droits souverains, de bien comprendre que notre tâche commune est assez exaltante et que les progrès de l'un seront aussi les progrès de l'autre. Un jour viendra où ces efforts quelque peu dispersés aujourd'hui s'ordonneront au sein d'une défense européenne. En tout cas, j'exprime mon souhait, dont l'évidente nécessité, dans la loyauté des alliances, s'imposera à tous. Je veux dire un mot avant de terminer des institutions. Nous aurons, en tant que présidence, à veiller à l'établissement du rapport du Conseil sur l'exécution du traité sur l'Union européenne. Ensuite, les représentants des États membres se réuniront à partir de juin prochain pour préparer la conférence intergouvernementale de 1996. Je ne veux pas anticiper sur un rendez-vous de cette importance, mais puisque je n'en serai plus un acteur direct, je souhaite vous faire part de deux idées simples. La première, c'est qu'il faut, à mon avis, se garder de la fuite en avant. Les potentialités du traité sur l'Union européenne sont considérables. Son équilibre est raisonnable. Faire évoluer la construction, en améliorer le fonctionnement pour permettre les futurs élargissements, la compléter pour continuer de renforcer sa légitimité démocratique, et j'insiste sur ce point, dans son processus de décision. Faisons avancer l'Europe pour faire avancer la démocratie. C'est une maxime aussi forte que celle qui consiste à dire que sans démocratie, il n'y aura pas d'Europe. Tout cela s'impose. Et je sais que vous serez très vigilant sur ce point, car je suis vos débats, vous savez, avec assez d'attention, pour ne pas ignorer les prises de position de la grande majorité d'entre vous. Après tout, une démocratie suppose un Parlement. Plus elle sera complète, plus les droits du Parlement doivent être eux-mêmes complets. On ne peut pas cantonner un Parlement dans un domaine réservé, selon le goût et les idées du moment des exécutifs, qui choisiront toujours la commodité. Et la commodité, je pourrais le résumer dans une phrase qui pourra paraître iconoclaste, mais qui n'exprime pas ma pensée, comme ce serait agréable une démocratie sans Parlement. Et mieux encore, sans élection. Mais malgré tout, il ne serait pas sage que le sceau des ratifications, qui est encore humide, soit aussitôt réformé. Il faut préserver les grands équilibres institutionnels et réfléchissez, puisque c'est vous qui le ferez, réfléchissez bien avant d'agir. L'Europe s'est faite pas à pas. On peut élargir les enjambées, mais on ne peut pas prendre une allure qui ne serait pas conforme à notre nature. Bon, la seconde remarque, c'est que nos futurs négociateurs commettraient une erreur, toujours à mon sens, si par impatience ou lassitude, ils laissaient les élargissements se faire dans des conditions qui affaibliraient la cohésion et les disciplines de l'Union. J'insiste sur ce point, je suis tout à fait partisan de l'élargissement à toute l'Europe démocratique. Mais en même temps,
je ne voudrais pas qu'au moment où le dernier adhérent arrivera, il adhère à quelque chose qui n'existe déjà plus, parce que ruiné de l'intérieur. C'est une immense ambition politique qui vous appartient, immense ambition politique. Réussir ce qui est beaucoup plus qu'un pari, réussir cet enjeu historique, eh bien, à vous de démontrer que vous en êtes capable. Et je tiendrai le même discours aux gouvernements européens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, est-il nécessaire de vous assurer une fois encore de la volonté de la présidence française de coopérer pleinement avec votre institution pour le succès de notre entreprise commune, édifier une Europe toujours plus unie et plus proche des citoyens. Je forme vraiment des vœux pour la réussite de vos travaux. Je vous remercie pour la patience et l'attention avec lesquelles vous avez bien voulu m'écouter. Et je terminerai par quelques mots qui seront plus personnels. Il se trouve que les hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la Première Guerre mondiale et que je fasse la Seconde. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune et parfois une haine contre l'ennemi de la veille, l'ennemi traditionnel. Mais mesdames et messieurs, nous en avons changé de siècle en siècle. Les traditions ont changé toujours. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que la France avait combattu tous les pays d'Europe, je crois à l'exception du Danemark. On se demande pourquoi. Mais ma génération achève son cours. Ce sont ses derniers actes. C'est l'un de mes derniers actes publics. Il faut donc absolument transmettre. Vous avez vous-même, vous êtes nombreux à garder l'enseignement de vos pères, à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des séparations, la présence de la mort, tout simplement par l'inimitié des hommes d'Europe entre eux. Il faut transmettre, non pas cette haine, mais au contraire la chance des réconciliations que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès 1944-1945, eux-mêmes ensanglantés, déchirés dans leur vie personnelle, le plus souvent, ont eu l'audace de concevoir ce que pourrait être un avenir plus radieux, qui serait fondé sur la réconciliation et sur la paix. C'est ce que nous avons fait. Alors, ce n'est pas acquis ma propre conviction comme ça par hasard. Ce n'est pas acquis dans les camps allemands où j'étais prisonnier, ou dans un pays qui était lui-même occupé, comme beaucoup d'entre vous. Mais je me souviens que dans une famille où l'on pratiquait des vertus, d'humanité et de bienveillance, tout de même, lorsqu'on parlait des Allemands, on en parlait avec animosité. Et je me suis rendu compte, lorsque j'étais prisonnier de guerre, évadé, c'est-à-dire en état d'évader, en cours d'évasion, j'ai rencontré des Allemands. Et puis j'ai vécu quelque temps en Bade-Württemberg, dans une prison. Et les gens qui étaient là, les Allemands avec lesquels je parlais, je me suis aperçu qu'ils aimaient mieux la France que nous n'aimions l'Allemagne. Je dis cela sans vouloir accabler mon pays, qui n'est pas le plus nationaliste, loin de là, mais pour faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait.
Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. Merci.